Mesdames et messieurs, chers collègues, messieurs les préfets, merci d'avoir accepté d'inaugurer cette première audition de notre commission d'enquête sur le maintien de l'ordre dans le cadre de l'ordre républicain et dans un contexte de respect des libertés et du droit de manifester. Cette commission d'enquête a été demandée et acceptée par l'Assemblée nationale à l'issue des événements qui s'étaient produits sur le théâtre d'opération de Sivens. Nous sommes parfaitement conscients de ce qu'une information judiciaire ayant été ouverte, notre commission d'enquête n'a pas pour objectif ni pour but de s'intéresser directement à la chaîne de commandement et à ce qui aurait pu se passer sur cette affaire de Sivens, mais c'est une occasion pour le législateur que nous sommes d'essayer de comprendre comment et de regarder avec des spécialistes tels que vous, déjà confrontés à des manifestations, de savoir si le maintien de l'ordre dans notre pays peut être amélioré, aussi bien dans la question, dans la préparation et le dialogue avec les organisateurs de manifestations que dans les opérations qui sont menées sur le terrain. Et puis, nous le ferons au cours d'autres auditions, regarder comment est-ce qu'il y a une spécificité française de maintien de l'ordre, regarder comment un certain nombre de pays européens pratiquent ce maintien de l'ordre et sur quel fondement. J'ai donc été désigné président de cette commission et mon collègue Pascal Popelin, rapporteur. C'est lui qui d'ailleurs commencera la série de questions qui vous seront posées. Mais auparavant, vous connaissez sans doute la règle. Dans ce type de commission d'enquête, chaque personnalité que nous auditionnons doit se livrer à l'exercice rituel de la prestation de serment. Et donc, je vais commencer peut-être par Monsieur Bergogneau en vous demandant, en vous disant ceci, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie et je demande la même chose à M. Bure, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie et donc je donne maintenant la parole à chacun d'entre vous, puisque la règle qui a été fixée par M. Bermond et par nous-mêmes, M. Bermond étant notre administrateur, l'idée était que vous puissiez nous exposer votre point de vue pendant une dizaine de minutes chacun, et qu'ensuite nous passions aux questions. Commence celui qui le souhaite. Alors il vous faut appuyer sur le petit symbole avec un visage. Monsieur le Président, messieurs les députés. Pouvez-vous approcher le micro, s'il vous plaît, vers vous? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur le Président, messieurs les députés, l'objet du maintien de l'ordre républicain est de permettre l'expression des libertés publiques, dont celle de manifester dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et les biens. La force publique a pour mission de faciliter et de permettre l'exercice de ce droit. Elle le fait sous l'autorité du préfet de police à Paris, du préfet de police dans les Bouches-du-Rhône et du préfet de département dans tous les autres territoires de la République. C'est en effet le préfet de département qui a la charge de l'ordre public et de la sécurité de la population, comme le prévoit l'article 11 du décret 2004-374 du 29 avril 2004. Cette force publique, je souhaite m'y arrêter quelques instants, est diverse. Elle se compose de formations civiles, les compagnies républicaines de sécurité, mais aussi les compagnies d'intervention ou sections d'intervention dans les grandes villes de notre pays, les compagnies de sécurisation, unités de voie publique, unités mobiles d'intervention et de protection, également dans les services de sécurité publique des grandes agglomérations. Elle se compose aussi, cette force publique, d'unités militaires,
la gendarmerie départementale et la garde républicaine, les escadrons de gendarmerie mobile et les forces armées de troisième catégorie, dans certaines circonstances, intitulées FA3. Les CRS et les escadrons de garde mobile constituent cependant l'essentiel du dispositif au maintien de l'ordre en France. Ces formations sont parfaitement professionnalisées, entraînées, formées, et leur savoir-faire est reconnu de tous, unanimement, je dirais, reconnu. Cependant, je dois vous dire que le potentiel opérationnel se trouve quelque peu amoindri du fait de la réduction massive de leurs effectifs dans les années 2009-2010. S'agissant des escadrons de gendarmerie mobile, 15 escadrons ont été supprimés, soit environ 2000 hommes. S'agissant des CRS, la suppression d'effectifs équivalents a été réalisée à nombre d'unités constant. Cette situation, à l'évidence, fragilise les unités qui, s'agissant des CRS, interviennent régulièrement sur le terrain avec des effectifs réduits à 60 fonctionnaires, voire moins de 60 fonctionnaires, là où elles mobilisaient une centaine d'hommes il y a 15 ans, 15 à 20 ans. La règle d'or en matière de maintien de l'ordre étant, faut-il le rappeler, que la force doit se manifester sans avoir à s'exercer. Ce n'est que dans l'hypothèse de troubles graves à l'ordre public qu'il sera fait usage de la force, laquelle peut entraîner le recours à certaines armes en dotation dans les unités de maintien de l'ordre. C'est le trouble à l'ordre public, lors d'un attroupement, qui justifie le recours à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Il s'agit de prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer, et si cela s'avère nécessaire, de parvenir à disperser les individus présents dans l'attroupement. En maintien de l'ordre, le recours à la force n'est donc pas systématique. Et d'ailleurs, dans un premier temps, les responsables de la force publique, les commandants de la force publique, vont inviter les manifestants à se disperser par le biais d'une formule, d'une annonce qui est obéissance à la loi, dispersez-vous. En cas de persistance du trouble, il est alors possible de recourir à l'usage de la force de manière absolument nécessaire et proportionnée, deux conditions mentionnées à l'article R211-13 du Code de la sécurité intérieure. L'emploi de la force est conditionné à une gradation des moyens et des matériels qui peut se décliner succinctement en 3 phases. L'usage de la force, dite simple, par opposition à la force résultant de l'usage des armes à feu, les moyens et les procédés qui est soit le commandant de la CRS, présent sur les lieux, soit le chef d'escadron engagé dans l'opération. Il s'agit au sein d'une gamme, il choisit au sein d'une gamme de moyens autorisés par les textes en fonction des situations rencontrées. Il s'agit de la force physique, le premier moyen, ou de l'utilisation de divers matériels tels que des tonfas, des boucliers, des grenades lacrymogènes en dotation dans les unités et services. Le deuxième stade, c'est le recours aux armes à feu sur la décision de l'autorité civile. Les armes à feu pouvant être déployées sont à ce stade strictement définies par un article D211-17 du Code de sécurité intérieure. Il s'agit des différents types de grenades en dotation dans les services et les unités de maintien de l'ordre. La troisième hypothèse, c'est le cas où les manifestants ouvrent le feu sur les personnels de police ou de gendarmerie, ceux-ci pouvant évidemment riposter en utilisant leurs armes de service. En dehors du schéma ainsi décrit, en cas de violence exercée contre les forces de l'ordre, si celles-ci ne peuvent défendre le terrain qu'elles occupent autrement, le commandant de la force publique peut décider lui-même de l'usage des armes. Ce rappel, bref, trop sommaire, souligne la complexité des dispositions réglementaires du maintien de l'ordre. Aucun critère n'est en effet véritablement défini permettant de conditionner le passage d'une phase à une autre. La transition entre les postures est certes organisée par le protocole des sommations ou des annonces, mais les manifestants ne sont pas nécessairement en situation de connaître, de percevoir
en permanence la posture adoptée par la force publique. Je voudrais dire aussi un mot sur le rôle de l'autorité civile. Le maintien de l'ordre est une prérogative de puissance publique qui incombe aux représentants du pouvoir exécutif sur le territoire, dans le département, en l'occurrence le préfet. Le préfet dispose de forces de police ou de gendarmerie qui sont mises à sa disposition par le ministère de l'Intérieur, responsable de l'exécution de la mission qui leur a été confiée, sans autre limite que le refus des ordres manifestement illégaux et, bien sûr, le respect toujours de la loi. Les autorités habilitées à décider de l'emploi de la force sont le préfet, le sous-préfet, le commandant de police, l'officier de police chef de circonscription, le maire et, depuis la loi sur la gendarmerie de 2009, le commandant de groupement de gendarmerie ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale. Quelle qu'elle soit, cette autorité, au moment où elle décide du recours à la force en vue de dissiper un attroupement, doit être présente sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. C'est ce que prévoit l'article R211-21 du Code de sécurité intérieure. Cette obligation soulève deux interrogations. Celle de la permanence de la présence de l'autorité civile si les troubles s'inscrivent dans la durée, et c'est le cas dans certaines circonstances de maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre peut durer quelques heures, peut durer une journée, une nuit, des jours, des semaines et quelquefois plus encore. C'est donc le problème de la permanence de la présence de l'autorité civile si les troubles s'inscrivent dans le temps, dans la durée. Et deuxièmement, c'est la question posée par l'application de l'article R211-21 du Code de sécurité intérieure qui vise la décision initiale d'engagement de la force et n'évoque pas l'évolution de la situation à travers le temps et la durée. Or, la force déployée doit être proportionnée aux troubles à faire cesser et son emploi doit prendre fin si celui-ci a cessé. Ce qui suppose que le contrôle de l'autorité habilitée doit être effectif et permanent du début à la fin des opérations. Cette double interrogation devrait certainement conduire à préciser le rôle de l'autorité civile et à imposer sa présence et à prévoir sa présence permanente auprès du commandant de la force publique, qui est le chef d'escadron, je le répète, ou le commandant de CRS engagé sur l'opération. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais présenter devant votre commission, Monsieur le Président, en répondant à votre question sur liminaire, qui est de savoir si l'on peut améliorer encore les conditions de l'ordre public, du maintien de l'ordre public ou du rétablissement de l'ordre public. Ma réponse est positive, bien sûr. Il y a toujours des dispositions qui peuvent être prises. J'en ai évoqué quelques-unes à travers ce propos. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Préfet. Avant que Monsieur le rapporteur et mes collègues vous posent des questions, nous allons écouter maintenant Monsieur Bure. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, un mot juste pour vous rappeler qu'en 40 ans de service public dans le corps préfectoral, donc j'ai passé la moitié de ma carrière en administration centrale, dans des postes de direction notamment, dont la direction générale des collectivités locales, et l'autre moitié sur le terrain, puisque j'ai été en préfectoral territorial pendant 21 ans, dont 15 ans de préfet, et notamment de préfet de région et de préfet de zone, puisque cette responsabilité, je l'exerçais à Lille avant de m'arrêter en août dernier. Je n'ai pas, comme Patrice Bergogneau, exercé de responsabilité au niveau national, donc la vision qu'il a, évidemment, qui est la sienne et qui découle des responsabilités qu'il a tenues, je ne peux pas et je ne vais pas la reprendre, puisqu'il a très, très bien décrit le dispositif et posé les questions auxquelles je m'associe évidemment. Mais mon intervention liminaire portera essentiellement sur l'expérience que j'ai vécue, puisque en matière d'ordre public, j'ai eu évidemment pendant ces 21 ans de territorial différentes expériences dans ce domaine. D'abord, une première observation qui est la suivante, c'est que la responsabilité du maintien de l'ordre qui incombe à différentes autorités, mais surtout au préfet en application de la loi et du règlement, cette responsabilité n'est pas anodine. Ce n'est pas quelque chose que dans le corps préfectoral, et je le dis de mon expérience,
en tout cas pour ma part, mais je pense que les collègues, je peux les associer à cette idée, nous avons parfaitement conscience de la responsabilité qui nous incombe dans ce domaine-là. Chacun ensuite fait en fonction de sa pratique, de la lecture qu'il peut avoir des situations. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais considéré que cette responsabilité était une responsabilité anodine ou secondaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle touche évidemment aux libertés publiques, ça a été rappelé. Elle se fait sous le contrôle détaillé du juge, puisque le juge, dans ce domaine-là, examine la proportionnalité, voire rentre dans le détail de la mise en œuvre. Et troisièmement, enfin, on sait qu'une mauvaise gestion peut entraîner, ou une gestion tout court, peut toujours entraîner évidemment des risques sur les personnes, des risques sur les biens, et ceci a été largement montré dans le passé. La deuxième observation que je souhaitais faire résultant de cette expérience, c'est que j'ai le sentiment, mais évidemment tout ceci peut donner lieu à des statistiques, que le rôle du préfet, que rappelait Patrice Bergogneau, d'ailleurs, de concilier évidemment le droit constitutionnel de manifester, mais la responsabilité et le maintien de l'ordre public, bien sûr, me semble bien garanti, en tout cas dans ses principes, dans notre pays. Pourquoi? Parce que l'expérience que j'ai, par exemple, de la liberté de manifester m'a paru, dans ces 20 ans de terrain, largement utilisée, pratiquée, et les cas d'interdiction, puisque c'est une des possibilités qu'a l'exécutif ou l'autorité administrative, sont rarissimes. J'ai très peu de souvenirs d'interdiction. Les derniers souvenirs que j'ai pu avoir, c'était les débats qu'on avait eus à l'époque où il y avait des tentatives de banquets qu'on a appelés un peu saucisson vin rouge, etc., où la question s'était posée, souvenez-vous, et largement débattue. Mais voilà, c'était une des cas. Mais pour le reste, je dois dire qu'en un peu plus de 20 ans, j'aurais du mal d'ailleurs à rechercher des cas où on a véritablement interdit des manifestations, tout simplement parce qu'on sait tous d'expérience, je pense que Patrice Bergogneau peut le partager, que lorsqu'on interdit, le risque c'est évidemment que la manifestation s'exécute quand même, se fait quand même, et là on est évidemment démuni, on est pris à contre-pied, et le danger est souvent plus grand encore. Donc il vaut mieux assumer, sauf évidemment si manifestement les libertés, si manifestement évidemment les grands principes républicains sont violés. Mais donc cette expérience que j'ai me fait dire que les atteintes à la liberté de manifester sont rarissimes et qu'on peut très largement s'exprimer. La deuxième observation aussi, c'est que le préfet, et on le sait, Patrice Bergogneau l'a dit à un moment, posait les questions des moyens. Ces moyens nous sont alloués, évidemment, soit au niveau zonal, mais dans un espace relativement restreint, et puis surtout au niveau national, puisqu'il y a des arbitrages nationaux. Monsieur le ministre Vaillant connaît bien ces situations. Et c'est vrai que des régions comme Paris, évidemment, sont très attractifs pour l'usage des unités. Et quand on est un peu plus éloigné du centre, évidemment, ça dégarnit un petit peu très largement les moyens dont on peut disposer. Alors, il n'y a pas que Paris, il y a aussi d'autres situations. Bref, il y a parfois un cumul de situations qui fait qu'on est obligé, je le dis, le préfet est obligé, devant une situation de cumul de situations. J'ai eu parfois des gestions de maintien de l'ordre à faire pendant des visites ministérielles. Parfois, il y a eu à Lille, j'ai eu 2, 3 visites ministérielles en même temps, donc il faut gérer tout ça. Et en même temps, il y a une manifestation qui croise les déplacements. Enfin, vous voyez, il y a un ensemble de situations. Les situations ne sont jamais pures ou nettes. Souvent, elles se cumulent dans un environnement évidemment plus compliqué. Et donc, le préfet, là, est largement, et parfois, conduit évidemment à utiliser les moyens locaux de bord. Et il y a notamment des compagnies départementales d'intervention plus ou moins étoffées qui sont mis à contribution dans ce cas-là. Troisième remarque, et là j'en arrive un peu aux évolutions évidemment, la gestion de l'ordre public n'est évidemment pas une situation théorique qui serait uniforme et dont on pourrait prévoir évidemment les cas de figure à travers le temps ou à travers le territoire. Bien entendu que non, j'ai connu pour ma part des situations très différentes. J'étais 4 ans en Nouvelle-Calédonie au moment de la conclusion de l'accord Nouméa et j'ai eu à faire face évidemment à des situations extrêmement tendues compte tenu des situations très spécifiques de mineurs avec des engins énormes de mines qui si vous voulez, s'opposaient évidemment à l'ordre public établi. Nous savons aussi que la nature de ces manifestations a beaucoup varié dans le temps. Par exemple, quand j'ai démarré dans ma carrière, il y avait souvent des grandes manifestations syndicales,
formés, groupés, encadrés, et donc parfaitement gérés, avec lesquels on avait discuté effectivement avant, sur le parcours, sur l'organisation, sur l'encadrement. Les choses étaient relativement bordées. Il n'y avait peu ou pas à l'époque de, j'allais dire, de troublions de fin de manifestation. Donc tout ça était assez carré. Les manifestations sont également différentes selon bien évidemment le lieu, et ça c'est très important. J'ai peu connu de manifestations dans le milieu rural. Pourquoi? Parce que les agriculteurs eux-mêmes, quand ils avaient des choses à dire, venaient au milieu urbain, devant la préfecture, devant l'hôtel de ville, et donc ils faisaient leur déploiement en ville. En revanche, une manifestation en milieu rural telle qu'on les voit apparaître maintenant, pour protéger les infrastructures, s'inscrire dans le temps aussi, l'espace n'est pas clos. En ville, vous avez un espace clos, vous avez des rues, généralement, vous avez des habitations. Donc vous pouvez fermer les rues, vous pouvez bloquer, vous pouvez canaliser les manifestants. Dans l'espace rural, évidemment, la possibilité est immense de se déployer et beaucoup plus difficile, évidemment, beaucoup plus difficile à gérer. Autre considération également sur cette évolution, alors elle n'est pas exhaustive, hein, j'ai jeté quelques réflexions hier soir sur le papier, c'est les évolutions dans la durée. Patrice Bergugno l'a dit, nous avions à faire face à des manifestations qui prenaient la journée, la matinée, l'après-midi, la journée, voire la journée, et puis ça s'arrêtait le soir, et puis ensuite tout le monde se dispersait, avec plus ou moins de... Bon, il pouvait y avoir des fins de manifestations difficiles, mais bon, tout le monde s'est dispersé. Là, nous avons, sans parler de cas particuliers, mais on voit bien que du côté de Nantes ou ailleurs, on voit bien qu'on s'installe dans des durées, on protège des lieux, là ça devient quasiment de la protection, c'est de la protection statique. On est dans un cas de figure très différent puisque les forces ont à faire face à une forme de harcèlement, évidemment, qui est aussi très spécifique, que l'on constate actuellement. Donc je crois qu'il y a vraiment une évolution dont il faut évidemment bien analyser. Autre évolution que j'ai pu constater là pour le coup à Toulouse, parce que Toulouse est assez réputée pour cela, c'est évidemment l'apparition en queue de cortège des grandes manifestations de groupes autonomes. Toulouse à l'époque avait beaucoup manifesté contre les retraites et il y avait souvent 20 000 ou 30 000 personnes dans la rue, c'est pas rien, ça se passait calmement, mais derrière nous savons que nous aurions une centaine d'autonomes qui étaient derrière, très mobiles, très organisés, avec un certain nombre de moyens bien structurés. Et nous savons que nous aurions ensuite une forme de course-poursuite ou de guérilla à la fin avec ces autonomes. Voilà quelques réflexions. Alors, dernière ou avant-dernière réflexion, c'est ma ligne de conduite comme préfet face à ces situations que j'avais à gérer. D'abord, je crois que le préfet doit s'impliquer, comme je l'ai dit au départ, très personnellement dans la gestion de l'événement. Encore une fois, toutes ces situations d'ordre public sont des situations à risque qui peuvent, je pense que Patrick ne me démentira pas, à un moment ou un autre dégénérer pour une raison qu'on n'a pas forcément identifiée au départ. Et donc, par conséquent, il faut, me semble-t-il, une application personnelle du préfet. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai porté une grande attention à la préparation de l'événement. En ce sens que régulièrement, et c'est la suite de ma première considération, je présidais moi-même la réunion préparatoire ou les réunions préparatoires avec les responsables des forces, le DDSP, le colonel commandant le groupement, personnellement. J'allais, me faisais expliquer, présenter le dispositif proposé, je le discutais. Bien que peut-être tout le monde, je le discutais moi-même, on en parlait, chacun avait ses responsabilités, évidemment, je ne mettais pas en cause les responsabilités, la technicité de leur métier, mais en même temps, je voulais voir où étaient éventuellement les fragilités du dispositif. Troisième considération, nous essayons de préparer l'événement en ce sens qu'il y a une obligation de déclaration qui existe toujours, qui est dans la loi, qui a été codifiée dans le CSI. Cette obligation est plus ou moins respectée selon les endroits. Ça, je l'ai constaté. Toulouse, c'était assez difficile. Lille, on était très obéissant et la moindre manifestation faisait l'objet d'une déclaration de la préfecture. Donc, on avait là les éléments et on pouvait... bon. Alors, après, il y a évidemment, vous avez des organisations plus ou moins spontanées où vous avez beaucoup de mal à trouver un organisateur, entre guillemets. Bon. Sans même parler des rave parties, qui était encore autre chose, où les organisateurs s'évaporaient dans la nature, enfin vous ne trouviez jamais personne. Mais pour d'autres manifestations,
et je pense notamment aux agriculteurs, souvent j'établissais moi-même le contact que j'avais dans tous mes postes. J'avais un contact très personnel avec les responsables agricoles, et en gros, nous arrivions à nous mettre d'accord sur les lieux, le parcours, la façon dont on déversait la paille ou les choses, etc. Enfin, bon, tout ça était généralement cadré, et il rentrait assez naturellement dans cette discussion-là, je dois pouvoir le dire. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, vous avez d'autres formes de manifestation. Le dernier point que Patrice a également évoqué, et qui me paraît important, me paraît être la remontée d'informations. Donc, disponibilité, c'est-à-dire si j'avais une manifestation l'après-midi, j'essayais à mon bureau de gérer mes affaires, etc. Mais en même temps, je restais systématiquement disponible de façon à pouvoir être alerté à tout moment lorsqu'il y avait évidemment des situations difficiles, voire dramatiques, où il y avait une décision à prendre, que je pouvais intervenir. Il y avait également, parce que le territoire du Nord était grand, il y avait évidemment des sous-préfets qui étaient souvent anciens, confirmés, donc je leur donnais aussi la responsabilité locale lorsqu'il y avait un sujet. Évidemment, je pense à Dunkerque, je pense éventuellement à Valenciennes, enfin il y avait ou à Denain, il y avait des possibilités évidemment d'intervenir localement, mais je restais moi-même à l'écoute et disponible, et me faisait tenir au courant des évolutions de façon à pouvoir immédiatement intervenir. Je pense que cette affaire de remontée d'informations est aussi une des questions, à mon avis, pour l'avenir. Une dernière considération, peut-être, les choses ont évolué, Patrice Bergogneau l'a dit aussi, c'est-à-dire l'intégration de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur a modifié un petit peu son positionnement et a conduit à uniformiser en tout cas la nature des relations que nous avons avec les deux forces. Nous étions évidemment très directement en échange, puisque nous étions dans le même ministère avec la police nationale. Avec la gendarmerie, c'était le dispositif de la réquisition qui fonctionnait, puisque c'était une force militaire. 2009 a modifié un petit peu ce dispositif, et donc nous sommes là maintenant dans une relation également, je dirais, d'autorité avec, en matière de l'ordre, bien évidemment, et en matière administrative avec les forces de gendarmerie. Donc ça clarifie les situations, ça clarifie les choses, et bien entendu, le colonel de gendarmerie, ou général, puisqu'à Lille, il y avait un général de gendarmerie, donc, sont été directement associés à mes réunions. Voilà ce que je souhaitais dire. Bien entendu, je partage la préoccupation. On peut, je pense, améliorer un certain nombre de points, mais je pense que ça va être l'objet des questions. Et donc, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer. Merci, Monsieur le Préfet. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le rapporteur pour vous poser les questions. Ce que je propose à mes collègues, c'est que chacun, s'il a des questions à poser, ne se contente pas d'une question, mais de plusieurs questions sur un même thème, de sorte que messieurs les préfets puissent répondre de manière complète. Donc je passe la parole à Pascal Poplin. Merci Monsieur le Président, merci messieurs les préfets de nous avoir fait part de votre vécu. Je vais peut-être commencer une première série de questions sur la question de l'évolution des atteintes à l'ordre public au cours des dernières années, et puis je réserverai peut-être une autre salve sur l'adaptation des règles et les moyens du maintien de l'ordre. Mais sur cette question de l'évolution des attentes à l'ordre public, des atteintes à l'ordre public, pardon, est-ce que vous avez pu observer au cours des dernières décennies une évolution des formes de manifestations, que ce soit des manifestations à vocation sociale ou politique ou sportive, environnementale? Vous avez cité aussi l'apparition des rêves. Pouvez-vous, est-ce que vous trouvez que ça pose des nouvelles contraintes à l'autorité publique, et donc par rapport à ça, est-ce que le cadre juridique est adapté? Je l'évoque aussi parce que ça a été dans vos propos. Je pense que quand vous avez fait référence à des manifestations, des opérations de maintien de l'ordre qui devaient se conduire dans la durée, on a le phénomène des ZAD aussi qui existe. Donc, est-ce que vous pensez que dans le but,
ces manifestations sont davantage animées par la volonté de combattre l'ordre public lui-même plutôt que par le souhait d'exprimer des revendications, à tout le moins par un certain nombre de participants. Et dans leur expression, est-ce qu'elles sont plus violentes, plus désordonnées qu'elles ne l'étaient? Ce qui m'amène, je fais la salve de questions, hein, sur les points de droit. On sait que les actes délictueux à l'encontre des personnes et des biens qui sont commis à l'occasion ou en marge de manifestations, certains relèvent d'une atteinte à l'ordre public et directement associée à la manifestation. Ce sont les violences, dégradations de biens avec ou sans danger pour les personnes. Et puis d'autres relèvent du droit commun, par exemple les vols. Est-ce que les uns et les autres peuvent être difficiles à caractériser et à imputer à des personnes déterminées? Est-ce que cette situation de droit avec le droit commun d'un côté et les atteintes à l'ordre public de l'autre vous paraît être un distinguo intéressant? Enfin, le cadre public, le cadre juridique qui s'applique à la liberté d'expression et au droit de manifester, sur lequel vous avez à un moment donné à intervenir et à porter décision, vous paraît-il pertinent? Vous avez dit que c'était très rare, mais les possibilités d'interdire une manifestation préalablement déclarée, est-ce que ça relève une portée concrète ou non? Et vraiment, j'en termine, mais c'est tout le bloc hein, de ces questions liées au cadre juridique des manifestations par rapport à leur évolution. Est-ce que entre l'appréciation qui est portée par l'autorité préfectorale à un moment ou à un autre d'autoriser ou de ne pas autoriser ou de fixer des contraintes et l'attitude qui peut être ensuite, s'il en est saisi, le juge, est-ce que vous considérez qu'il y a des appréciations qui sont différentes et quand vous devez gérer les conséquences de référé suspension après avoir décidé d'une interdiction et qu'il y a cette procédure, est-ce que ça crée des problèmes supplémentaires ou comment pouvez-vous y faire face? Voilà, pardon d'avoir été un peu protéiforme sur cette première série de questions, mais je voulais comme ça, sur le cadre général, vous dire tous les points sur lesquels je souhaite qu'on puisse avoir une réflexion collective dans cette commission au fil de nos auditions pour essayer que nos travaux soient utiles à, le cas échéant, moderniser, dépoussiérer et adapter notre cadre juridique. Oui, monsieur le rapporteur. Alors sur les quatre points, sur le premier, je l'ai de fait un peu abordé dans mon intervention liminaire, mais je vais y revenir. Moi j'ai noté, mais on doit pouvoir encore améliorer cette analyse. Moi j'avais noté 3 évolutions, si vous voulez. Une évolution qui consistait en une forme de baisse de l'encadrement. C'est le passage des grandes manifestations qu'on a connues à une certaine époque, dans les années 60-70, encore des manifestations syndicales, où on avait des responsables, on avait un service d'ordre propre qui avait pris contact avec, à travers les renseignements généraux à l'époque, avec les forces de l'ordre, et les choses étaient, j'allais dire, gérées, comme on disait. On avait le contact, l'IRG faisait le contact, on voulait passer un message au responsable syndical, l'IRG faisait ce passage, tout ça. Actuellement, la situation est très différente, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de manifestations relativement spontanées qui se font. Les sans-papiers, par exemple, à Lille, j'ai été confronté à des manifestations toutes les semaines de sans-papiers. Il y avait bien 1 ou 2 organisateurs, mais pour le reste, il n'y avait pas vraiment d'interlocuteur. Il n'y avait pas de cadre juridique, c'était même pas une association. Vous voyez, il n'y a pas de responsable juridique. Et donc, on constate donc cette évolution-là. Encadrement fort, organisation syndicale, dans des choses beaucoup plus spontanées, non organisées, non juridiquement présentes, etc. Et mais on le voit bien également, c'est bien les spontanés dans les entreprises également. Il y a des mouvements qui se font de manière beaucoup plus spontanée, évidemment, que par le passé. Donc ça, c'est un premier point. Et donc une difficulté supplémentaire pour nous, puisque plus de difficultés à avoir un interlocuteur et un encadrement qui assiste les forces de l'ordre. Autre évolution, c'est l'arrivée de personnes dans les manifestations qui ont d'autres intentions que le simple fait d'exprimer une idée ou d'exprimer leur point de vue ou d'exprimer une revendication.
je l'ai dit un peu, c'est ce que j'ai perçu par exemple à Toulouse, très nettement, où on avait ce groupe d'autonomes qui venait avec des intentions tout à fait autres, hein, des intentions de casser, hein, c'est clair, là, ces choses étaient parfaitement claires, mais on le voit ailleurs également. Alors, voilà, les dernières formes qui sont prises, on voit également apparaître des personnes qui ont peut-être d'autres intentions, mais là, je n'ai pas les moyens, si vous voulez, aussi quand on voit certaines photos, quand on voit certains actes qui sont commis, on peut s'interroger sur l'infiltration dans des manifestations qui sont par ailleurs, ou des manifestants qui par ailleurs sont, disons, paisibles, ou veulent exprimer un point de vue, ou en opposition à une réalisation, ou une infrastructure. On voit apparaître peut-être la présence de personnes extérieures venues d'ailleurs. Alors, c'est leur droit, évidemment, on peut circuler sur le territoire national, donc il n'y a absolument rien à dire, mais avec des intentions peut-être différentes que celles de la grande masse des manifestants. Et enfin, ce que j'évoquais également tout à l'heure, c'était les lieux, et ce phénomène me paraît relativement nouveau, c'est le fait de devoir gérer les manifestations en milieu rural, c'est un milieu très ouvert, et dans la durée. Alors ça, c'est quand même un phénomène nouveau. Je dirais même le terme de manifestation n'est plus adapté. Le mot de manifestation s'applique dans l'esprit général, d'ailleurs, à un regroupement qui se déroule sur la voie publique, certes, mais qui a une certaine durée limitée, en gros dans la journée, et qui donne lieu à, généralement, au dépôt d'une motion, au dépôt de revendication, à la préfecture, à la mairie, ou dans un lieu. Vous voyez, c'est quand même très... Ça, le système fonctionnait bien. Là, avec les dernières formes que l'on connaît, peut-on encore parler de manifestation? C'est l'interrogation que j'ai. Ce sont des formes nouvelles où on s'attaque à des positions géographiquement tenues par des forces de l'ordre dans la durée, le jour, la nuit. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'autre chose. C'est autre chose. Enfin, alors, je ne suis pas qualifié là pour dire, mais on sent quelque chose qui n'est plus le même phénomène qu'une grande manifestation telle qu'on pouvait la gérer. Sur l'atteinte à l'ordre public et le droit commun, là, il y a le problème, mais alors je ne suis pas non plus... généralement, il y a chez les forces de l'ordre la police judiciaire qui est dédiée, évidemment, pour faire les constats, parce que les magistrats sont extrêmement exigeants, et c'est normal, donc ils veulent avoir des preuves tangibles, c'est-à-dire ils veulent avoir effectivement des constats, des PV, des photos, des choses très tangibles, pour attribuer à un tel ou un tel, parce que sinon, on voit bien que c'est la difficulté de punir dans ces situations-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir attribuer, c'est ce que j'ai constaté souvent, le fait d'avoir cassé une devanture, une vitrine, ou d'avoir saccagé des locaux à un individu donné. Alors on sait que c'est le groupe en question, mais comme on ne peut pas l'attribuer, le juge, très normalement et très naturellement, il faut qu'un fait soit attribué à une personne, et sinon, il n'y a pas de sanction. Donc là, il y a évidemment, il y a ce que vous dites, il y a évidemment des incriminations spécifiques à des manifestations violentes ou à des manifestations qui dégénèrent, ou des choses comme ça. Là, il y a ou des manifestations interdites qui seraient quand même... qui se dérouleraient quand même. Mais pour ce qui est du droit commun, mais ça peut-être Patrice pourra dire, il y a des dispositions qui sont prises normalement dans la manifestation pour que des sociétés de police judiciaire ou les agents de police judiciaire puissent faire des constats nécessaires et ensuite les déférer devant le juge. Mais c'est difficile, c'est très difficile. D'ailleurs, on voit les résultats sont souvent assez faibles, sauf si vraiment on met le paquet. Sur le troisième point, le cadre juridique, je vous le disais, moi, de mon expérience, les interdictions sont rarissimes. C'est rarissime. En plus, avec, je dirais, la médiatisation nationale, très vite, ça prend une proportion nationale. Évidemment, ces sujets, donc ça arrive au ministère de l'Intérieur, forcément, une interdiction de manifestation, tout de suite, ça prend une proportion, vous voyez. Donc, mais encore une fois, nous n'estimons pas nécessaire, la plupart, enfin, dans la quasi-totalité des cas, et vous savez que le juge, évidemment, vérifie cette adéquation. Le juge vérifie bien si nous étions en mesure, avec les moyens dont nous disposions, de faire face à la situation. Si on joue un peu trop sur l'interdiction, le juge va casser notre élection, ce qui est jamais très agréable pour un préfet, ce qu'on cherche largement à éviter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours cherché à éviter. Donc, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a vraiment une chose qui est fondamentale, je pense, enfin ce que j'ai appris dans ce métier, c'est que ce n'est pas la peine d'interdire pour avoir une manifestation sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire non déclarée, non encadrée. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait face on est encore plus démunis, je dirais.
Voilà, donc c'est l'instrument, c'est quand même un peu l'instrument, c'est un peu l'arme thermonucléaire, là, l'interdiction, hein, donc avec d'autres effets. Voilà, moi c'est un peu le sentiment que j'ai. Et enfin, les décisions du juge, d'une certaine façon, je vous ai répondu, c'est jamais agréable de se faire reprendre par le juge. Moi, c'est ce que j'ai toujours cherché à éviter. Donc, par conséquent, on va rarement on va très rarement. Moi, j'ai jamais été. Enfin, j'ai peut-être j'ai dû prendre au moment des banquets, etc. J'ai dû prendre également des décisions. Mais enfin bon, on va rarement dans cette direction-là. Hein. C'est encore une fois la quasi-totalité des personnes qui veulent manifester dans notre pays peuvent le faire. Patrice. Beaucoup de choses ont été dites par Dominique Bure. Moi, je voudrais peut-être ajouter ceci en matière d'atteinte à l'ordre public. Je dirais qu'il en va des atteintes à l'ordre public comme il en va des autres formes de délinquance et de criminalité. On constate dans toutes les formes de délinquance des évolutions fortes en matière de criminalité organisée. C'est le cas avec l'apparition de ce banditisme des cités qui n'existait pas il y a quelques années et qui prend le pas sur le banditisme classique aujourd'hui. En matière d'ordre public, on assiste aussi à l'apparition de phénomènes violents beaucoup plus que par le passé. La violence est plus spontanée, plus forte, plus grande, ce qui oblige les forces de la force publique, qu'ils soient CRS ou gendarmerie mobile, à disposer d'équipements de protection plus importants que dans le passé, notamment, et de moyens particuliers pour se protéger. En ce domaine, une fonction importante est celle du renseignement. Il est important que les autorités en charge de l'ordre public, au premier rang desquelles les préfets, disposent de toutes les informations nécessaires pour former leur point de vue, leur appréciation de la situation et adopter les bons dispositifs. Et ça, c'est une dimension capitale de la réussite des opérations du maintien de l'ordre républicain. Or, dans ce domaine, quelques dispositions de réorganisation du renseignement ont, dans les années récentes, réduit le potentiel, la capacité d'information des autorités préfectorales. Depuis peu, une solution est apportée à cette difficulté que rencontraient les préfets à travers le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le renseignement territorial, qui est un dispositif d'information, de recueil d'informations, d'exploitation de cette information et de transmission de cette information aux autorités auxquelles elles doivent parvenir, c'est-à-dire le préfet dans le département, le ministère de l'Intérieur au niveau national, de façon à permettre la définition des bons dispositifs. J'appelle l'attention de la Commission sur ce point, une dimension essentielle de la réussite des opérations de maintien de l'ordre. Et il faut toujours avoir à l'esprit que l'information est à la base de toutes les solutions possibles pour faire en sorte que les citoyens puissent manifester dans de bonnes conditions, dans des conditions de sécurité optimum. S'agissant de la répression des actes délictueux qui peuvent être commis à l'occasion de manifestations, de rassemblements, d'attroupements, il va de soi que j'ai parlé du renseignement, il faut parler aussi des dispositifs de police judiciaire. Sont évidemment nécessaires lorsque les informations permettent de penser qu'il y aura des troubles à l'ordre public importants, de prévoir des dispositifs de police judiciaire dans les dispositifs de maintien de l'ordre, de façon à réprimer dès qu'ils se commettent les actes délictueux. Voilà ce que je trouve à ajouter aux propos qu'a tenu Dominique Bure sur les questions que vous venez de poser. Merci, messieurs les préfets. Je vais passer maintenant la parole pour une série de questions, respectivement à Marie-Georges Buffet et à Daniel Vaillant, qui ont demandé. Très bien.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le Préfet Bergouniou sur les questions du renseignement. Et poser justement cette question, vous avez commencé à y répondre, de la fiabilité des remontées d'informations, justement avec les nouveaux phénomènes. J'avais été très frappée lors des manifestations contre le CPE du fait qu'on n'avait pas vu venir ces groupes qui attaquaient les manifestations. Rappelez-vous qu'ils arrivaient derrière les manifestations, ils s'en prenaient aux manifestants, puisqu'ils tapaient les manifestants, leur volaient leurs sacs, etc. etc. Donc il y a un problème de fiabilité de l'information, et parfois ça aboutit à une disproportionnalité des forces déployées par rapport aux manifestations en cours. J'ai assisté récemment à une manifestation, il devait y avoir 80 personnes tout à fait pacifiques, on a vu arriver 10 quarts de CRS, donc le renseignement n'avait pas dû fonctionner de façon exacte. Donc c'est vraiment une question sur laquelle je pense qu'il faut que nous travaillions pour avoir une efficacité. La deuxième chose, pour aller très vite, vous avez abordé la question de l'encadrement par les organisateurs eux-mêmes, les services d'ordre, hein, parfois appelés services d'accueil et sécurité selon les organisations. Avez-vous l'impression, je parle des manifestations, on va dire classiques, sociales, etc. Avez-vous l'impression qu'il y a une perte de savoir-faire au niveau des services d'ordre, ou que ces services d'ordre sont confrontés à de nouveaux problèmes qui font que leur efficacité n'est plus la même, par les intrusions, comme vous avez évoqué, etc. Parce que c'est important de pouvoir savoir aussi s'il y a là une baisse d'efficacité, de savoir-faire sur ces questions-là. Répondre à Madame Buffet ou on fait une salve de questions. Donc on va passer la parole à Daniel Vaillant et puis après. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les préfets. Chers collègues, oui, moi je ne vais pas être long, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, qui est déjà très éclairant, ce que vient de dire Marie-Georges Buffet sur le renseignement, et je crois que c'est très important qu'un élément de réponse soit d'essayer d'être plus performant dans le retour au renseignement territorial. Caractère humain. Parce que le renseignement a une vocation, c'est la prévention. C'est prévenir, c'est pas ficher, c'est éviter les heurts, les difficultés. Deuxième question, l'évolution qu'évoquait le préfet Bure. Je crois qu'on est passé d'une culture de la manifestation réussie, qui était le but des organisateurs, à quelquefois des manifestations pour qu'elles dégénèrent et se traduisent par un échec des autorités, quand ce n'est pas la violence. Donc ça, c'est une évolution singulière, et le rapporteur posait aussi cette question, et donc il faut appréhender cette question de l'évolution des motivations. Dans la première réunion de la commission, Monsieur le Président, j'évoquais un arrondissement que je connais bien, et qui Saucisson-Pinard, c'était là, et le préfet Gaudin avait eu raison d'interdire cette manifestation délictueuse par rapport à la question, et vous voyez l'actualité, mais sur la présence musulmane dans un quartier bien connu de Paris, la Goutte d'Or, et une autre manifestation interdite par le préfet Boucaud, et il m'avait demandé mon avis, et je lui avais dit qu'il fallait mieux interdire, y compris, je vous le dis, pour couvrir l'autorité administrative. Parce que cette manifestation du mois de juillet à Barbès, si elle n'avait pas été interdite, elle aurait eu exactement les mêmes conséquences. Et on aurait dit, le préfet a autorisé laxisme des autorités. Et donc, j'ai pensé, le préfet a eu raison, d'interdire, même si on savait que compte tenu du renseignement qui était performant, on aurait la volonté de s'attaquer à la mosquée de la synagogue de la rue de Deauville, de mettre des ordres, de brûler, de casser, parce qu'on connaissait ceux qui étaient derrière, et qui n'avaient pas une volonté, c'est de manifester par rapport à la question israélo-palestinienne, mais de tout simplement casser, faire dégénérer. Donc cette question, messieurs les préfets, comment l'appréhender, comment préconiser peut-être de nouvelles formes, y compris de renseignement. Et de ce point de vue, vous n'avez pas évoqué, je crois, l'évolution des modes de communication. Une manifestation, chère Marie-Georges Buffet, voilà, 30 ans pour défendre la laïcité par rapport à telle ou telle loi qui avait mis en cause la laïcité, notamment par rapport à l'école. Et une manifestation aujourd'hui,
la méthode n'est pas la même, hein, parce qu'avec tous les moyens de communication numérique, la question se pose, comment les autorités sont informées en temps réel des volontés des organisateurs ou de ceux qui se sont greffés ou qui sont venus perturber pour mettre en échec les forces de l'ordre public républicain. Et de ce point de vue, on voit bien que quand il y a des capacités, y compris héliportées, par rapport à des grosses manifs, bah ça aide. Hein. Ça aide les forces du sol de pouvoir s'adapter, d'avoir les meilleures réponses républicaines et pacifiques à l'égard de ceux qui cherchent qui sont belliqueuses et qui veulent en découdre. Et donc, de ce point de vue, est-ce que le renseignement du préfet et des forces de sécurité au sol est un élément qu'il faut améliorer, avec les moyens que ça représente? Voilà, j'ai quasiment fini. L'interdiction, elle est rare, elle est quelquefois nécessaire, vous l'avez dit. Dernier point, la PJ, oui, monsieur le préfet Bergougnou a raison. Je crois que l'autorité judiciaire, représentée par la police judiciaire sur mandat, est un élément important. Le flagrant délit qui permet la sanction, est un élément, je crois, d'une réponse pour garantir nos libertés, garantir le droit de manifester. Parce que le paradoxe, c'est que tous les dysfonctionnements, tous les excès, toutes les violences sont des atteintes au droit de manifester. Oh, renverser les éléments. Il faut renverser là. Quand on veut manifester, on doit pouvoir en avoir le droit, mais il est évident que tous ceux qui perturbent ce droit sont des adversaires de la liberté de manifester. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, Michel Voisin et Anne-Yvonne Ledin. 3 questions rapides. Une première au préfet Bure. Vous avez dit que la réussite d'une manifestation n'était, selon vous, la bonne remontée d'informations entre le terrain et le préfet. Vous l'avez esquissé de façon rapide, mais comme on est dans une commission d'enquête qui vise à améliorer l'efficacité du droit de manifester, mais aussi de pouvoir manifester en sécurité, j'aimerais que vous puissiez préciser quelle est votre pensée sur ce point. Deuxième question qui s'adresse un peu plus au préfet Bergougnou, mais qui va à l'inverse de ce que vient de dire mon collègue Daniel Vaillon, parce que moi je suis issu d'un territoire qui est un territoire rural et qui se fait remarquer par sa capacité à incendier des centres des impôts, des centres de la MSA ou parfois prendre d'assaut une sous-préfecture. Or, c'est un territoire qui n'utilise pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qu'on a quand même une capacité à avoir 150 tracteurs qui déboulent comme ça en 4 heures et personne n'est au courant. Personne n'est au courant, on est dans une incapacité totale à pouvoir prévenir et protéger. Et dans cette logique de renseignement, meilleur renseignement permet d'une meilleure protection, quelles sont les défaillances selon vous et quelles sont les améliorations que nous pourrions apporter pour que le renseignement soit plus efficace, parce qu'en 2 ans d'expérience aujourd'hui de parlementaire, j'ai constaté en tout cas que dans un territoire rural comme le mien, le renseignement des préfets et des services de police est toujours défaillant et que c'est toujours au bénéfice de ceux qui veulent casser et qui ensuite ne sont totalement impunis puisqu'il n'y a pas possibilité de prendre en flagrant délit. Donc je dois avoir des précisions sur l'amélioration du renseignement. Et une troisième question sur la baisse des effectifs. Vous avez dit que ça avait eu des conséquences importantes sur l'emploi des forces, cette baisse de 2000 gendarmes et de 2000 policiers dans les CRS. Et je voudrais vous poser une question sur est-ce que cette baisse d'effectifs, et notamment cette baisse d'effectifs sur le terrain, sur ces 100 fonctionnaires qui passent à 60 dans les escadrons, est-ce que ça force ces escadrons, lorsqu'ils sont face à de la violence, d'être dans l'obligation d'augmenter l'intensité des moyens qu'ils ont à leur disposition pour maintenir leur mission? Est-ce que ça les oblige plus rapidement à sortir les grenades lacrymogènes et autres armes qu'ils ont à disposition? Est-ce que c'est un lien direct que vous faites, excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais demander à mes collègues Guy Delcourt et Anne-Yvonne Ledin d'essayer d'être brefs dans la formulation de leurs questions, car nous avons une autre audition à la suite de messieurs les préfets, et comme les questions sont intéressantes et nécessitent des réponses argumentées, je passe la parole à Guy Delcourt. Messieurs les préfets, question simplement de clarification, même si je pense avoir une perception de la réponse. On a quand même, dès le début de cette audition, parlé du juge.
Donc, confirmer, bien entendu, que le juge n'intervient qu'au moment d'événements délictuels identifiés, car j'avoue, je n'avais pas perçu que si tel n'était pas le cas, le juge soit en première ligne lors d'une manifestation. Donc je pense que ça mérite d'être précisé parce que, en fait, je ne l'ai pas ressenti lors de votre intervention. Deuxièmement, compte tenu en effet, ce qui a été développé par plusieurs de mes collègues, de l'évolution de la manifestation, aujourd'hui nous savons bien que la perturbation préalable, la préoccupation préalable de tout organisateur, c'est d'être convaincu qu'il risque d'être infiltré soit par des mouvements organisés, soit au contraire par des mouvements spontanés. Et d'ailleurs, les spontanés étant les plus fréquents en provenance, comme vous l'avez évoqué, de quartiers sensibles. Et que, à partir du moment où nous savons qu'il va y avoir ces interventions, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons, et encore plus depuis cette dernière semaine, les moyens d'un personnel qui crée, alors le mot fichier me fait toujours un peu peur, mais au moins parlons de répertoire de ces jeunes ou de ces moins jeunes, qui doivent être toujours d'ailleurs les mêmes sur les mêmes secteurs ou dans les mêmes milieux, ainsi que, nous le savons bien, profitant d'organisations de mouvements pacifistes écologistes, toute une frange s'est préparée à des déplacements nationaux, comme vous l'avez évoqué, pour occuper les terrains. Et je pense que ceux-là sont connus et, bien entendu, n'ont que pour objectif, j'oserais dire, grandeur nature, d'entretenir la guérilla. Mais, sans dévier de ma dernière question, est-ce que, en toutes circonstances, sans mettre en cause le respect que nous devons à la justice et aux magistrats, mais est-ce que dans ce type d'affaires, ce sont des juges qualifiés ou est-ce que le procureur, en fonction de ses convictions, désigne le juge de permanence? Dernière question de Anne-Yvonne Ledin. Oui, je serai extrêmement brève. Il a été fait état dans la presse au moment des incidents graves qui ont conduit à la mort de ce jeune homme, d'un débat sur la question de terrain public, terrain privé, et sur le fait que la police n'avait pas à entrer en aucune manière dans des terrains qui étaient privés, et dont apparemment il serait considéré que le propriétaire avait donné son accord. Donc est-ce qu'il y aurait des choses à modifier en la matière, ou est-ce que c'est une fiction? En tout cas, moi je l'ai lu dans la presse. Voilà une série de questions très intéressantes. Si vous pouvez apporter les réponses que vous jugez nécessaires, nous les écoutons. Essayez d'apporter quelques éléments de réponse ou de réflexion, en tous les cas, aux questions que je viens d'entendre. Sur l'évolution des manifestations et les capacités d'encadrer le potentiel, les capacités d'encadrer ces manifestants d'aujourd'hui, ces manifestations d'aujourd'hui. Je ne sais pas si la qualité des encadrants a baissé ou pas, mais ce que je pense très fortement, c'est que les manifestations s'organisent, se développent, se déploient dans un environnement qui, lui, a profondément changé. Vous avez évoqué cet environnement qui est celui des communications, notamment, autour de l'organisation, de la préparation et de l'organisation des manifestations. Il est certain que les technologies nouvelles vont très vite et que les services mettent quelque temps à s'adapter à cette nouvelle situation, à cette nouvelle donne. C'est un aspect purement technique, technologique. Le nécessaire est fait par le ministère de l'Intérieur, je crois, pour adapter et donner aux services de l'État les moyens de faire face à cette situation. De la même façon qu'il est important que dans les domaines de pointe, en particulier,
pour lesquels les formations sont très coûteuses, l'État s'organise, je pense en particulier au big data, que l'État s'organise pour attirer, recruter les meilleurs spécialistes dans la période à venir, pour la période à venir. C'est un sujet très important pour maintenir et préserver le potentiel opérationnel, les capacités d'information de l'État. La baisse des effectifs, évidemment, qui est évoquée aussi, est un élément important. Le maintien de l'ordre, c'est des hommes, des femmes qui sont organisés pour encadrer une situation, une foule, et ça se fait avec du personnel. Si vous avez moins de personnel, évidemment, vous êtes en situation beaucoup moins favorable pour maîtriser les situations. C'est une évidence. Les unités de CRS qui interviennent à 60, là où on en mettait une il y a 10 ans, il faut en mettre 2 pour avoir l'effet de masse, si je puis dire, l'effet dissuasif aussi correspondant. Donc, c'est plus l'environnement, je pense, qui a changé que les qualités des personnes qui encadrent, des groupes qui encadraient les manifestations d'hier. Voilà quelques éléments de réponse aux questions que vous avez posées, mesdames et messieurs les députés. Je pense aussi que, en matière de répression des faits délictueux, comme je l'ai dit et comme l'a dit monsieur le ministre Vaillant aussi, les dispositifs doivent être de police judiciaire doivent accompagner les dispositifs de maintien de l'ordre public de façon à agir dans l'immédiateté et réprimer tous les actes qui se commettent à l'occasion de ces manifestations qui se caractérisent de plus en plus souvent par l'intervention, l'irruption de groupes extérieurs qui viennent pour exercer de la violence. Ça a été le cas dans d'innombrables manifestations qui ont eu lieu au cours des années écoulées. Voilà, Dominique, peut-être peux-tu ajouter quelque chose? Merci Patrice. Oui, alors il y a une question effectivement qui revient régulièrement, Madame Marie-Josée Buffet, Monsieur le ministre Vaillant, c'est celui du, et Monsieur le député également, c'est celui du renseignement, effectivement. Alors le renseignement, Patrice l'a évoqué, moi je l'ai vécu sur le terrain, c'est-à-dire la réforme. Encore une fois, c'est à l'autorité politique de décider évidemment les choix à faire et les choses. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que forcément, il y a eu des séparations, il y a eu des coupures, et il y a eu certainement, je pense, une perte en ligne à ce moment-là. Une perte en ligne, une perte de contact, une perte de réseau. Je le sais, je l'ai vécu. Vous savez, c'est quelque chose, les RG avaient tissé effectivement toute une série une connaissance approfondie des relations impersonnelles avec les organisations syndicales, les organisations professionnelles, avec tout le monde. Enfin, je veux dire, ils étaient dans le paysage. On a l'impression parfois que c'est quelque chose de confidentiel ou de secret. Pas du tout. Ils étaient connus de tout le monde. Donc, ils servaient de relais. Ils avaient donc forcément cette connaissance, ces capacités de passer les messages. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu une espèce de déchirure, une espèce de coupure et une perte de réseau, une perte de contact qu'il a fallu reconstruire. Ils sont employés, des moyens ont été réaffectés depuis, effectivement. Mais encore une fois, on ne rebâtit pas un réseau comme ça. Et donc, par conséquent, il a fallu, et je pense que ça explique en partie, en tout cas, certaines pertes d'informations. Il y a aussi le fait que, c'est vrai, que l'irruption des moyens nouveaux, modernes, vous pouvez avoir, il y a eu le phénomène que j'ai connu à Lille, par exemple, le phénomène de flash mob. Le phénomène de flash mob, vous pouvez en 2-3 heures avoir un regroupement devant votre préfecture de plusieurs centaines de personnes, tout simplement à travers le portable, etc. Flash mob, bon, là c'est très difficile. Autant les services spécialisés, etc., vont sur le net, ils ont la connaissance évidemment des sites, les sites, ils suivent. Encore faut-il aussi des moyens, parce que c'est très consommateur en moyens. Donc la police a su s'organiser de façon à aller sur le net et à suivre. Et à Lille, j'étais régulièrement informé des risques potentiels ou des velléités de manifestation, etc. Donc ça a bien fonctionné. Ceci étant,
la visibilité sur la totalité du spectre est évidemment très difficile d'avoir. Ça, je crois qu'il faut le dire. Mais il y a eu cette perte à un moment donné qu'il faut reconstruire. Je crois que les services s'y emploient. Je crois que c'est essentiel. On en reparle d'ailleurs récemment de nouveau. Pour que les services territoriaux qui sont vraiment au contact de la population aient cette connaissance vraiment quotidienne, régulière, fine du territoire et de ses habitants. Il y avait également, ça c'était une question très, très générale, hein, il y avait la remontée d'informations aussi. C'est vrai que c'est une... que monsieur le député a évoqué, monsieur le ministre aussi, remontée d'informations. C'est vrai que c'est une question importante. D'abord, les forces, on le sait bien aussi, ont leur hiérarchie. Donc, ils ont une hiérarchie. Et donc, normalement, ils sont censés faire remonter de l'information à leur hiérarchie. Ils ont la hiérarchie territoriale qui est le préfet. Donc, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de... Il faut que là, ça se soit bien réglé. Il ne faut pas que des informations, effectivement, repartent dans une direction et puis mettent un quart d'heure à arriver chez le préfet. Parce que ça, c'est évidemment ça, c'est un des sujets sensibles et délicats qu'il faut, à mon avis, bien voir et que les services aient bien conscience, effectivement, de leur nécessité d'informer en temps réel le préfet, comme ils le font de leur hiérarchie policière, par exemple, ou gendarmerie, bien évidemment, aussi. Hein. Et ça, c'est un sujet qui, parfois, peut donner lieu à difficulté. Voilà, hein, je crois qu'il faut le dire, mais ça c'est au préfet aussi localement. Alors il y a peut-être besoin de consignes nationales parfaitement claires, mais c'est au préfet aussi localement de rappeler ces règles. Pour le juge, Patrice, tu as répondu. Quand intervient-il, enfin je m'adresse à monsieur le député, il peut intervenir d'abord au moment on a évoqué le moyen, mais un peu thermonucléaire, de l'interdiction de la manifestation, et à ce moment-là, le juge peut être saisi, évidemment, et en référé de façon à... Et c'est là où il intervient très vite, et le préfet peut être désavoué, et se trouve donc avec une décision, évidemment, qui soit annulée. Et puis ensuite, le juge intervient donc dans le judiciaire, évidemment, dans sa fonction judiciaire, et Patrice l'a rappelé également. Là, systématiquement, dans les grandes manifestations, il y a des équipes qui ont été dédiées à la police judiciaire et qui sont là pour faire les constats et pour ensuite faire déférer au juge les contrevenants. Il y avait la question, madame la députée, de terrain public, terrain privé. Je dois dire que j'ai dû louper ce débat. Bon, moi, en réfléchissant simplement, je me dis que s'il y a une infraction ou s'il y a un fait délictueux qui se poursuit et se commet, je pense que la force publique est en droit de poursuivre les personnes qui commettent ce fait délictueux permanent, je dirais, et donc on se trouve probablement dans du flagrant délit. Je pense qu'ils doivent être capables d'aller sur un terrain privé. Voilà, moi c'est rapidement comme ça vu, mais c'est vrai qu'il peut c'est peut-être plus complexe que ça. Voilà, monsieur le président, monsieur le rapporteur, ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup. Moi, j'aurais voulu vous poser un certain nombre de questions, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette audition. Je voulais simplement... beaucoup de questions ont été posées par mes collègues dans lesquelles je me retrouve, évidemment. Mais parmi l'appareil de questions que nous souhaitions vous poser et que moi, je souhaitais vous poser, c'est la question des consignes qu'un préfet peut donner. Est-ce qu'il peut donner des consignes de sévérité ou d'apaisement et quel est le sens que l'on peut donner à cela par rapport à la gestion d'une manifestation, au maintien de l'ordre? Ce sera ma dernière question, ma seule question. Le préfet, représentant du ministre de l'Intérieur sur le terrain, évidemment, doit d'ailleurs donner des consignes aux forces de police qu'il a sous son autorité pour encadrer et faire en sorte qu'une manifestation se déroule dans le bon ordre. Et il doit donner des consignes qui sont des consignes générales et particulières. Générales en ce sens que les forces ont besoin de connaître quelle attitude globale ils doivent tenir par rapport à la manifestation qui va se dérouler, et des temps de réaction qu'ils doivent mettre pour, par exemple, effectivement, intervenir sur des groupes qui peuvent perturber la manifestation. Il y a différentes façons de gérer une situation comme celle-là. Et donc les consignes, évidemment, peuvent être données par le préfet aux forces de police à l'occasion de ces réunions préparatoires à l'événement qu'évoquait Dominique Bure tout à l'heure et qui précèdent obligatoirement le déroulement d'une manifestation sur le territoire d'un département.
Le premier objectif du préfet, c'est que les choses se passent bien. Si vous voulez, nous, dans notre métier, nous avons des sanctions qui peuvent être très rapides le mercredi qui suit. Et donc, par conséquent, notre objectif dans ce domaine-là, dans d'autres domaines, nous sommes là pour évidemment mettre en œuvre la politique gouvernementale, mais dans ce domaine-là, très clairement, notre premier objectif, et il rejoint, je dirais, l'objectif, public, qui est de permettre aux gens de s'exprimer et de manifester, et de garantir pour les autres que ça se passe sans heurts, sans débat. C'est clair. Ceci reste notre premier commandement, si je puis dire. Notre premier commandement, c'est ça. Et une manifestation, d'abord, on ne connaît pas à l'avance la forme qu'elle va prendre. Hein. C'est toujours très difficile de voir comment, si ça dérape ou pas. Donc, globalement, comme le rappelait Patrice, c'est des consignes d'action. On peut dire, on peut demander que les choses, le souhait que les choses se passent bien, que les gens puissent se dérouler, que, en tout cas, il n'y a pas de, par exemple, il n'est pas question d'entrer dans une préfecture. Ça, c'est clair, c'est une consigne absolument claire. Et là, pour le coup, c'est toujours été une consigne. En 40 ans de carrière, ça a toujours été ce que j'ai appris en premier. Ça reste parfaitement clair. Donc, voilà. Pour le reste, ensuite, c'est une situation. C'est sûr que si les forces sont harcelées, si elles subissent effectivement la pression, si elles ont évidemment la possibilité de réagir à tous les formes. Mais il n'y a pas de je dirais encore une fois, je crois que et l'intérêt bien compris du préfet et l'intérêt public, c'est que les choses se déroulent bien, c'est que les choses se passent bien. Merci beaucoup, messieurs les préfets, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir inauguré cette commission d'enquête. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Je vous propose une petite interruption de 5 minutes avant de recevoir M. Cavalier.